Salut Philippe, Salut Kay, ça va? ça va et toi? Très bien, très bien. Écoute, ça va. Ok. Ben, Philippe, on va entrer directement dans le vif du sujet, hein. Ouais, Donc, ouais, j'ai ouais. expliqué, le thème, tu le connais. L'idée, c'est vraiment de, ensemble, entre entrepreneurs africains, qu'on se pose des questions, qu'on puisse motiver aussi les personnes qui estiment avoir des business peut-être un peu plus, on va dire, fragiles. Comment dans cette période de crise sanitaire, qui est également une crise économique, finalement, se réinventer, s'en sortir. Donc, depuis le début de la semaine, on a parlé avec un entrepreneur qui est dans l'événementiel. Donc, tu imagines un peu l'impact que ça peut avoir sur son business. Mais il a eu plusieurs idées de personnes qui ont écrit et qui ont dit qu'ils pouvaient utiliser son équipe sur des choses en aide avec les ONG, avec les gouvernements, etc. Et aujourd'hui, il s'active par rapport à ça. On a eu des entrepreneurs dans la communication, d'autres qui sont dans l'entertainment, d'autres qui organisent des soirées, qui ont des bars, qui sont vraiment touchés. Et donc, toutes ces personnes-là euh, se posent des questions, veulent se réinventer. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'immobilier, de coaching, d'investissement. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter rapidement pour les quelques personnes qui te découvrent. Oh là là, quelques personnes. C'est gentil. Ouais, moi, je m'appelle Philippe Simon, effectivement. Je suis entrepreneur dans différents domaines, en Europe et en Afrique. Et je me suis plutôt fait connaître du grand public, justement, à cause de ma passion pour l'Afrique, euh, au travers de principalement ma chaîne YouTube qui s'appelle Investir au pays, qui est une chaîne dans laquelle je fais la promotion de l'Afrique. Et je mets en évidence les opportunités qu'il y a sur le continent en montrant ce que je fais, mais aussi ce que d'autres entrepreneurs font, soit en Afrique directement, mais aussi finalement dans la diaspora. Donc, pour faire un peu simple, c'est ça. Alors, pour être un peu plus explicite, effectivement, aujourd'hui, j'ai investi dans l'immobilier en Europe, dans l'infopreneuriat, je pense qu'on va en parler. Et puis, tout ce qui est au pays, j'ai investi dans l'agrobusiness et beaucoup dans le foncier. Et puis, j'ai pas mal de projets Donc, des deux côtés. donc, ça fait beaucoup de secteurs, puisqu'il y a le digital, il y a la formation, il y a l'agriculture, il y a l'immobilier. Ouais. J'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. Du coup, ma première question pour toi, c'est déjà comment tu vas, toi, d'un point de vue mental, en fait, tout simplement. Et quelle est la chose qui t'ennuie le plus en tant qu'entrepreneur dans cette situation qu'on connaît tous? Alors, à titre perso, je vais bien, je vais même très bien, on va dire. Et pour être totalement transparent avec toi, la période de la crise n'a pas beaucoup changé mes habitudes, parce qu'au final, je suis quelqu'un qui est souvent à la maison, puisque beaucoup de mes business, je les ai soit à distance parce qu'ils sont au pays, soit en ligne parce qu'ils sont en ligne. Donc, ça m'appelle à plutôt avoir beaucoup recours à mon ordinateur pour travailler. Mais c'est vrai qu'une partie de mon activité qui consiste à faire des événements en présentiel à Paris, à New York, bref, un peu partout, pour aller former la diaspora, cette partie de mon activité est fortement impactée parce qu'effectivement, j'avais pas mal de dates qui étaient prévues là, qui sont annulées. J'étais à Dakar le 21 mars, à Paris le 28 mars, en Suisse et en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, beaucoup de mes dates là sont en train d'être décalées. Donc, forcément, ça a un impact sur mon business et sur mon chiffre d'affaires. Mais c'est aussi une bonne période pour moi qui me permet de me réinventer. Ça, je pense qu'on va en parler un tout petit peu. Donc, à titre perso, ça va très bien. Tout le monde va bien à la maison. Donc, ça va, dans la famille aussi. On n'a pas été jusqu'à présent touché par quoi que ce soit. Et puis, au niveau de mon business, c'est un peu ce que je te disais, quoi. Il y a une partie du business, finalement, qui est celle de la vente d'informations, qui est le cœur de mon activité en ligne, qui ne souffre pas beaucoup. Et puis tu as l'autre partie, par contre, qui, elle, souffre. Et ce qui m'interpelle en tant qu'entrepreneur, c'est justement quand je discute avec les gens, je me rends compte qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ont peur. Peur parce que c'est inédit ce qui se passe en ce moment. Personne ne sait comment se comporter dans ce genre de moment. Il n'y a pas de notice. Et puis les gens ont peur aussi de qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer. Et puis à quoi va ressembler le monde après ça? Parce que là, beaucoup de gens ont compris, et ça c'est quand même bien que quand on a une crise aussi grande que celle par laquelle on est en train de passer maintenant, quand on va sortir de cette crise-là, on aura face à nous un monde qui sera différent.
Ce ne sera plus du tout le même monde. Et comme dans toute crise, soit on sait tirer le meilleur parti de la crise et on en ressort plus fort, soit on en ressort complètement broke. Hmm. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as coaché beaucoup de personnes qui voulaient du coup investir soit dans l'immobilier, soit dans l'agriculture, dans différents domaines. Et je suppose que ces personnes-là t'écrivent en ce moment, voilà, enfin, te font part de leur situation parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont un peu plus désespérées. Comment est-ce que ça représente combien de personnes un peu ce réseau de personnes que tu as formé finalement pour lancer des business? Et aujourd'hui, comment est-ce qu'ils réagissent en fait? Est-ce que tu as des nouvelles de certains? Oui, bien sûr, parce que la plupart des gens que je forme, je les mets dans des groupes d'accompagnement. Donc au final, on reste en contact. Mhm. Et oui, bien sûr, j'ai des nouvelles. Alors il faut savoir qu'il y a deux audiences. Il y a celle qui est en Afrique, qui pour le moment n'est pas encore impactée, puisque bon, il y a couvre-feu, mais c'est pas un confinement. Donc les gens continuent de fonctionner dans leur business, même si c'est vrai qu'il y a une psychose un peu sur le continent qui commence à faire peur. Mais ça va de ce côté-là. Pour les entrepreneurs que j'ai Mhm. ici, ceux qui sont dans l'IMO, la très grande majorité d'entre eux ont déjà des locataires. C'est-à-dire que la dernière, par exemple, qui me faisait un retour hier, me disait, heureusement que j'ai signé mon bail la veille du confinement. C'est-à-dire qu'elle a pu mettre des gens dans ces derniers appartements avant. Maintenant, il y a forcément des gens qui sont en stand-by. Moi-même, j'étais sur plusieurs projets IMO en ce moment qui sont en stand-by de par le confinement. Euh, et ceux qui aussi ont connu une période difficile, c'est ceux qui, par exemple, font la formation sur Amazon. Tu sais, parce que sur Amazon, FBA, on fait fabriquer du matériel en Chine. Et tu sais que l'épidémie a commencé en Chine. Et donc, ce qu'on a vu, bien évidemment, c'est que pas mal d'entreprises chinoises ont augmenté drastiquement leur prix. Si tu avais prévu d'acheter un équipement à 10 euros et qu'on te le vend à 15 euros, ça change complètement la donne au niveau de ta rentabilité. Euh, Ouais, donc, donc ça, c'est un mais vrai, non, vas-y, pardon. ça, c'est un vrai impact et clairement, on en parle. On en parle parce qu'on essaie de faire comprendre aussi aux gens que on ne se lance pas dans du business pour faire du gain dans 3 semaines. Nous, on forme des gens pour faire du business à long terme. Donc, il faut avoir une vision vraiment long terme dans le business. C'est une vision Ouais, long terme. après, tu vois, il y a, enfin, tu peux avoir le long terme, mais c'est vrai que là, ce qui arrive aujourd'hui est assez inédit. Je pense que tu parles beaucoup de mindset quand tu parles. Je pense que l'état d'esprit joue un rôle parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est pas du tout rationnel finalement. Il n'y a que ton état d'esprit, ta capacité à te renouveler qui peut t'aider. Aujourd'hui, je voulais qu'on fasse le vendredi justement avec toi parce que justement, on a entendu beaucoup de choses cette semaine et toi, tu as beaucoup de principes, tu as pas mal de certitudes. Je rappelle que tu as une chaîne YouTube où je crois que tu es passé presque tu postes une vidéo par jour, une à deux vidéos par jour sur le business en Afrique. Donc, je pense que tu te documentes beaucoup. Ça te Ouais. permet de développer certaines certitudes parce que finalement, on sait tous que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement de partager. Et je voudrais revenir sur certaines certitudes que tu as. Notamment, tu dis souvent qu'il y a une infinité de gagner, une infinité de moyens de gagner de l'argent. Donc, dans cette période de crise, en fait, ce principe que tu as est finalement très intéressant. Est-ce que tu peux explorer en fait ce point-là? Oui, bien sûr. Bien sûr, Kay, moi, la crise me permet de réinventer mon business, hein, très clairement, parce que je parle toujours du fait que quand il y a des contraintes, celui qui parvient à résoudre les contraintes gagne de l'argent. Et aujourd'hui, la contrainte de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont à la maison. Ils sont à la maison et quand on regarde bien d'un point de vue business, c'est très bien en fait. Parce que quand les gens sont à la maison, ils ont enfin le temps de faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant, c'est se poser et réfléchir. Le train de Mhm. vie quotidien que l'on a, c'est un train de vie de course en réalité. Tu te lèves le Mhm. matin, tu es à la douche, la minute d'après, tu es dans les transports, tu es au bureau et c'est parti. Tu sors de là, il se fait nuit, tu rentres à la maison,
faut manger, préparer si tu as des enfants, et tout de suite, il faut dormir. Le lendemain, ça recommence. Le week-end, tu as à peine de temps de faire deux, trois choses. Donc, en fait, les gens n'ont jamais vraiment le temps de se poser. Et donc, maintenant que les gens ont le temps finalement de se poser parce que ben, les journées, on les voit passer, les week-ends ressemblent aux jours de la semaine. Moi, je me suis dit, ben, en fait, c'est le meilleur moment pour parler aux gens de choses que je ne parlais pas du tout avant. Parce que, en général, les gens ont besoin que tu leur donnes une information rapide, tu vois, facile à digeste, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils courent. Et ils n'ont pas le temps de se poser, vraiment prendre conscience des enjeux. Et je me suis dit, maintenant que les gens sont à la maison, ce qui peut être intéressant, justement, c'est peut-être, en tant qu'entrepreneur, soi-même faire un petit travail d'introspection et se demander, ben, quelle est la vraie valeur que je veux apporter aux gens, en réalité? Parce que si je détermine la vraie valeur que je veux leur apporter, le canal par lequel je veux leur apporter, ça peut changer. C'est-à-dire, si mon but, c'est vraiment d'aider, je sais pas moi, les jeunes diplômés à décocher leur premier job, et que avant j'écrivais des livres et que maintenant je suis confiné, je peux plus écrire des livres, eh ben, vu que mon objectif, c'est de les aider à trouver un premier job, il faudrait que je me réinvente dans ma manière d'amener ma communication pour pouvoir maintenir le même objectif. Je peux leur écrire, je peux faire des vidéos, je peux faire des podcasts. Je dis maintenant, avec la technologie, on a vraiment beaucoup de moyens qui nous permettent de pouvoir atteindre Et tout ce niveau. c'est quelque chose qui t'est venu instantanément, c'est-à-dire que dès que, parce que je rappelle que là, en ce moment, tu es en France, dès que les autorités ont déclaré le confinement, tu t'es dit, OK, il faut que, enfin, en quelques minutes pour réfléchir, il faut que j'adapte plusieurs choses. Comment est-ce que ça fonctionne, toi? Non, au début, ça a été un peu le flop parce que, comme je te dis, j'avais un déplacement à Dakar qui était prévu. Le mardi, quand on ferme la France, le jeudi, j'étais à Dakar. Donc, Hmm. dans l'urgence, la première chose que j'ai d'abord faite, c'est essayer de rassurer tout le monde. Rassurer mes équipes de ce qu'on bosse. En réalité, on n'est pas impacté à 100% par ça. Et rassurer aussi les gens que je forme pour leur dire, écoutez, de toutes les façons, nous ne dépendons pas à 100% des déplacements. On peut faire des choses différemment. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour toutes les personnes qui avaient pris des formations, je les ai rassurés par rapport au fait que leur formation n'était pas perdue. Les biais qu'ils avaient pris n'étaient pas perdus. On refera les formations. Dès que le confinement sera terminé, on va reprogrammer de nouvelles dates. Donc déjà, j'ai pris le temps de faire ça. Et puis, je me suis posé maintenant et je me suis dit, bon, j'ai quand même des objectifs de chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. Comment je fais maintenant pour combler le vide créé par ces formations-là qui m'ont rapporté des sous, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, il sera peut-être temps pour moi de créer un concept différent qui va permettre aux gens d'être conscients et de les amener dans une vague dans laquelle ils vont pouvoir avoir de la valeur et payer pour ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est, OK, ce que beaucoup de gens me voient faire aujourd'hui, en réalité, c'est être dans l'action. Et je fais des formations dans lesquelles je leur explique comment être dans l'action. Comment faire une ferme d'élevage de poulets en Afrique avec moins de 2000 euros, comment lancer de la pisciculture, comment faire de l'agriculture, comment faire les taxis, ce genre de choses. Donc, j'ai plein de formations qui sont les comment faire. Or, il y a une notion que je développe très souvent dans ma chaîne dans laquelle je leur dis en réalité, quand quelqu'un devient millionnaire en euros ou milliardaire en France CFA, ce n'est pas qu'un chiffre qu'il a dans son compte en banque. C'est d'abord une personne qu'il est devenu. De telle sorte, en réalité, si tu lui retires le chiffre qu'il a dans sa banque, il a des aptitudes pour pouvoir reconquérir ce chiffre parce qu'il est devenu quelqu'un de différent. Et donc, j'ai pris l'exemple sur moi. Entre l'époque où j'étais jeune cadre, je commençais ma carrière avec 2000 euros et aujourd'hui, je gagne beaucoup, beaucoup plus. Physiquement, je n'ai pas changé, mais je suis devenu quelqu'un de différent. Parce que j'ai d'autres habitudes dans ma vie, j'ai d'autres principes, j'ai une autre manière de voir les choses. Et je me suis dit, peut-être que c'est le moment pour moi de partager là-dessus, en fait. De partager sur le comment devenir quelqu'un d'autre. Et donc, je suis parti sur un concept de me dire, OK, pendant ces 2 mois de confinement, parce que je suis parti sur 2 mois dans ma tête, je vais concevoir un certain nombre de vidéos gratuites et de formations pour amener les gens à eux aussi entrer dans la démarche, non plus simplement qu'il y a la démarche rapide de vouloir apprendre à faire un business, mais la démarche de devenir quelqu'un qui en réalité s'est enrichi lui-même en tant qu'individu parce qu'il a acquis en termes de mindset, de personnalité, d'aptitude et d'habitude. Et donc, j'ai donc lancé ma première formation qui est sortie d'ailleurs hier et qui marche très bien, dans laquelle j'explique aux gens simplement comment gérer son temps. Parce que je parle du principe, et tu en es forcément conscient, Kaï, que l'un des plus gros atouts des grands entrepreneurs, c'est leur habilité à savoir gérer le temps. Mais justement, ouais, sur ça, je rebondis parce que
en fait, j'ai pas peur des mots, hein, ça va paraître exagéré, mais le jour où je me suis intéressé à la gestion du temps, je me souviens, c'était il y a 5, 6 ans, 7 ans, ça a changé ma vie, en fait. Ça a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que je me revois avoir tapé sur Google, time management, etc. Je suis tombé sur un Américain qui s'appelle Brian Tracy, je me souviens. Magnifique, Et Brian. Magnifique. voilà, Tonton Brian. Et ça a vraiment, 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 vraiment changé. Ouais. Parce que je pense que c'est vrai que c'est l'atout numéro un parce qu'on a tous le même temps. On a tous le même temps et donc c'est pas combien de temps tu dors, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais quand tu es réveillé. Comment est-ce que tu gères tout ça. Donc je suis content de l'entendre dire. Il y a un autre principe que tu dis souvent. Tu dis qu'en Afrique, aucun marché n'est saturé. Et que pour le coup, on peut faire, entre guillemets, fortune dans tous les domaines. Donc là, aujourd'hui, je pense que ça va intéresser vraiment beaucoup de gens qui se disent bloqués. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu, tu dis souvent ça? Bon, tu as dit que tu aimes dire la vérité. Je peux parler librement, non? Il n'y a pas de tabou ici. Il n'y a pas de tabou. Bon. Non, clairement, je pense que l'Afrique, tu vois, quand on était plus jeune, il y avait un petit proverbe comme ça, un petit poème qui circulait. Je pense que beaucoup de nos auditeurs doivent peut-être l'avoir lu, dans lequel on parlait d'une femme. Une femme à 20 ans, c'est comme une île vierge. Une femme à 30 ans, c'est comme ceci. Une femme à 40 ans, à 50 ans. Et on décrit un tout petit peu les différents âges d'une femme, par quelle phase elle passe. Il y a une phase où tout le monde lui court après, une phase là où elle se marie, une phase là où elle femme. Et puis il y a une des phrases qui avait à la fin qui dit, une femme à 60 ans, euh, c'est celle que tout le monde très belle, c'est celle que tout le monde trouve très belle, mais vers qui personne ne va. Tu vois un peu le truc pour dire à Mais, 60 ans, on lui trouve plein de qualités, oh, elle est très bien, cette dame, mais plus personne n'y va. Personne n'est attiré, personne ne va. Et je tu pense veux que dire, malheureusement, c'est un peu. tu veux dire que l'Afrique est le continent qui attire tout le monde, c'est ça? Non, je veux dire que l'Afrique, pour les Noirs essentiellement, je fais ce constat aujourd'hui qui est triste, mais c'est que les gens parlent beaucoup de l'Afrique en bien, mais très peu s'engagent vis-à-vis de l'Afrique. Quand je parle de Hmm. s'engager, c'est s'engager avec la même motivation et la même détermination qu'ils le font pour leur boulot actuel. Je ne connais aucun entrepreneur, et tu ne vas pas me contredire là-dessus puisque tu en es la preuve. Je ne connais aucun entrepreneur qui a cru en l'Afrique, s'est donné les moyens pour pouvoir investir sur ce continent-là, soit en y allant, soit en se dépensant, et qui a été déçu par les résultats que l'Afrique lui a donnés. Je n'en connais aucun. Par contre, je connais Hmm. beaucoup de gens qui parlent de l'Afrique en bien, qui font même de l'activisme sur les réseaux sociaux, mais qui concrètement ne posent aucun acte signifiant leur implication pour faire que les choses avancent sur place. Et donc, ceux-là, ils sont très nombreux. Donc, moi, ce que je Mais dis aux gens, oui, je voudrais savoir concrètement, par exemple, la personne qui nous regarde, qui est bloquée, qui dit, ah, moi, j'étais en train de lancer, je sais pas, mon petit restaurant, il y a couvre-feu à Abidjan, couvre-feu par-ci, etc. Euh, et qui a peut-être 2, 3 semaines pour réfléchir, quelqu'un qui est assez compétent. Euh, Toi, le message que tu lui dis, c'est tu lui dis, ben, c'était bien beau ton idée de restaurant, mais tu as tous les autres secteurs qui sont ouverts pour toi. Tu as plein de secteurs que tu peux y aller. Comment est-ce qu'on passe au-delà de l'état d'esprit, concrètement, comment est-ce on, on peut comme ça se réinventer pour rebondir dans un autre secteur. Après, bien sûr, il ne faut pas se précipiter. On ne dit pas que tout le monde doit changer de secteur parce que c'est la crise, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui se posent vraiment la question. en fait, si tu veux, Kyle, moi, je pense que la base, je vais te dire ce que je pense qu'il peut faire. Mais je pense que la base, c'est la formation. C'est-à-dire que l'habilité que j'ai aujourd'hui à pouvoir me réinventer dans ce moment de crise, je pense qu'elle est le résultat de tout le background de formation que j'ai et que je continue de prendre. Parce qu'au final, le cerveau, c'est notre plus grand atout, en fait. Il faut savoir se réinventer. Mais pour la personne, quand je dis ça en réalité, c'est que j'ai fait le constat, Kaï, que, et toi qui es au pays, tu ne le contrediras probablement pas, si tu veux, tu peux contredire, mais euh, quand je dis que tous les secteurs sont encore disponibles, c'est pour dire que les concurrents, quand il y en a, généralement ne sont pas très forts. Hmm.
C'est-à-dire que si tu fais un boulot en Afrique et que tu le fais de manière professionnelle, toute la différence est dans le mot professionnel. Si tu fais un boulot, et je pense que tu as bien compris, je sais à quoi je vais faire allusion. Mais si tu fais du business en Afrique et que tu le fais de manière professionnelle, tu vas très rapidement et très facilement te démarquer. Parce qu'on est dans un environnement dans lequel, pour beaucoup de gens, ils gagnent de l'argent dans le business simplement parce qu'ils répondent à un besoin et qu'en réalité, il n'y a pas tant que ça de concurrence. Et donc, celui qui fait les choses de manière un tout petit peu professionnelle apporte de la valeur ajoutée à ses clients et se démarque par rapport à la concurrence. La personne qui a un restaurant, moi, j'aurais juste envie de lui poser la question de savoir comment est-ce qu'elle travaille déjà aujourd'hui. Parce que avant de dire que ça ne marche pas pour moi, il faut déjà savoir si je suis déjà en mode vitesse de croisière. Est-ce que je suis en mode optimum dans mon service? Est-ce que j'ai atteint les summums de rentabilité que je peux avoir dans mon marché? Et bien souvent, la réponse est non. Donc, parce que malheureusement, beaucoup de gens aussi ont cette vision du business qui est surtout dans le business alimentaire, parce qu'il faut bien savoir que il y a deux spécificités dans les business en réalité pour avoir de la visibilité. Parce qu'en réalité, le cœur de tout business, c'est la visibilité. Plus tu es visible et plus tu vends, clairement. Quelqu'un qui a un restaurant sur les Champs-Élysées et quelqu'un qui a un restaurant dans une rue, une petite ruelle cachée dans un quartier, vont avoir deux logiques totalement différentes pour vendre leurs produits. Quelqu'un qui est sur les Champs-Élysées peut avoir une mauvaise bouffe dans son restaurant, il va toujours vendre. Parce que tous les jours, il y a 1000 personnes qui passent devant sa porte, qui sont des touristes, qui ne le connaissent pas, qui vont acheter une fois et qui ne reviendront jamais. Donc, ils vont constater que ce n'était peut-être pas bon, mais ils vont continuer leur chemin. Par contre, celui qui est dans une petite ruelle, qui est caché, lui, il a besoin de faire de la bonne cuisine. Et ensuite, il a besoin d'avoir de la visibilité, de se faire connaître. Le problème, c'est que tu as des restaurants qui sont dans les petits coins cachés et qui se comportent comme s'ils étaient sur les Champs-Élysées. Ouais, donc je vois ce que tu veux dire exactement, c'est-à-dire que au lieu de te plaindre, fait que tu es dans un endroit moins visible et que l'autre il a des avantages, etc. C'est vraiment donne-toi les moyens d'attirer de la clientèle. Et j'aime bien quand tu dis que la clé dans ce moment-là, finalement, pour se réinventer, c'est la formation. Il y a beaucoup de formations gratuites, payantes. Il y a énormément de contenu. Je rappelle que toi-même, tu publies pratiquement 1 à 2 vidéos par jour sur tous tes réseaux avec des expériences aux 4 coins de l'Afrique. Et justement, je veux revenir sur ces expériences-là parce que, tu sais, dans les lives qu'on a fait cette semaine, beaucoup de gens ont dit, bon, et je le répète chaque fois, que moi, je n'estime pas être à plaindre parce que, voilà, c'est vrai qu'on a des campagnes comme qui se sont annulées, mais euh, la plupart de nos clients sont en com de crise, donc je suis en conf call toute la journée sur ces sujets-là. Donc, je travaille. Euh, mais beaucoup de gens m'ont demandé, et quid du taximan? Quid de la dame qui vend le poulet au coin de la rue? Voilà, qui sont tous pénalisés comme ça par le couvre-feu. Et donc, du coup, je sais que c'est une question difficile, mais toi, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu penses de cette situation pour ces entrepreneurs qui sont très fragiles et qui souvent vivent au jour le jour? Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'ils apprennent à se réinventer. C'est-à-dire, la maman qui vendait la bouffe dans les nuits, d'accord? Il faut toujours se poser la question de quel est le besoin auquel je réponds réellement chez mon client. Si je réponds à un vrai besoin chez mon client, ce qui va changer, c'est le canal par lequel je le lui apporte. Si, par exemple, moi, j'étais chauffeur de taxi avant, effectivement, et que je travaillais beaucoup dans la nuit, maintenant que le monde de la nuit est terminé, comment est-ce que je peux me réinventer? Il faut que je trouve un moyen de comprendre ce que les gens qui étaient mes clients hier dans la nuit font maintenant pour que je puisse encore leur apporter un service. C'est-à-dire que si hier, par exemple, je vendais beaucoup dans la nuit, je travaille parce que je ne peux pas travailler dans la nuit full et travailler dans la journée full. C'est pas possible. Donc forcément, ceux qui travaillent dans la nuit sacrifier la journée pour pouvoir être en forme le soir, pour pouvoir travailler. Donc maintenant, ça va les appeler effectivement à se réinventer et à venir pour travailler dans la journée. Mais quand je viens travailler dans la journée, quelle offre je veux apporter aux gens? Parce que maintenant qu'on est en temps de crise, je veux dire, moi j'aimerais bien voir les gens qui ont des taxis aller démarcher des entreprises pour leur dire, par exemple, écoutez, désormais ce qu'on vous propose, c'est de permettre à vos salariés de ne plus avoir à faire certains déplacements pour éviter
qu'ils soient dans des positions dans lesquelles ils sont à deux ou à trois dans un taxi. Et nous, on vient par exemple vous livrer le repas du midi. On vient vous livrer tel truc. On vient vous faire ceci. Donc maintenant, je ne suis plus simplement chauffeur de taxi, mais je m'improvise aussi quelqu'un qui fait de la livraison. Qu'est-ce qui empêche ça? Qu'est-ce qui empêche un chauffeur de taxi aujourd'hui ou un jeune? Parce qu'il y en a qui ont deux, trois taxis dans la ville en réalité. Ils ont juste deux, trois chauffeurs. Plutôt que de mettre ton personnel au chômage, qu'est-ce qui t'empêche là maintenant de penser à créer une application, par exemple, et tu peux le créer très rapidement. Une application, et avec cette application-là, aller permettre à des entreprises aujourd'hui d'être en relation avec des services pour leur proposer, par exemple, de leur livrer des repas ou de, je sais pas moi, tout autre type de. Tu peux même aller dans des hôpitaux. Je veux dire, il y a tellement de personnes en ce moment qui ont besoin de transport parce que justement, le fait que le monde de la nuit se termine les oblige à tout faire dans la journée. Il y a de nouveaux besoins qui se créent. Le problème, c'est que ces nouveaux besoins-là, qui les adressent? Il y a quand même pas mal de commentaires, Daniela, de Aquaba, en fait, qui disent que bon, se réinventer, d'accord, ils ont compris, mais selon les commentaires qu'on voit, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que Daniela disait même que pour certains, c'est inné, pour d'autres, voilà, avoir cette ouverture d'esprit, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde. Donc, donc c'est vrai que, comment dire, comment est-ce qu'on fait pour également être, alors je sais que l'entrepreneur est plutôt solitaire, mais pour être solidaire de ces entrepreneurs plus fragiles, est-ce que, après tu me diras que c'est peut-être un faux argument parce que toi qui reçois beaucoup de demandes de formation, tu as peut-être également des gens qui te sollicitent des formations et qui sont dans des positions plutôt modestes. Enfin, à toi de nous dire. Non, la formation, c'est une volonté, Kaï. Tu sais, l'argent, c'est la manière avec laquelle les gens utilisent l'argent que tu vois ce qui est important pour eux. Tout le monde a un peu, au minimum, un peu d'argent. Il y en a qui décident de mettre leur argent dans des fringues, d'autres qui décident de mettre leur argent dans un dernier téléphone. Il faut avoir le courage de le dire. D'autres qui décident de mettre leur argent dans un make-up, d'autres qui décident de mettre leur argent dans un voyage, d'autres qui décident de le mettre dans des bouquins et dans de la formation. C'est un choix. Le souci, c'est que je connais des gens qui ont pris toutes leurs économies pour prendre une formation chez moi. Je connais même des gens qui ont pris un crédit à la banque pour venir prendre une formation chez moi parce qu'ils considéraient que cette formation-là leur ouvrait les portes vers un nouveau monde, un nouveau métier, une nouvelle compétence. Donc, pour dire que le problème en réalité, et je m'en suis bien rendu compte au final, le problème, c'est rarement l'argent. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qui est important pour les gens. Quand pour quelqu'un, c'est pas important de communiquer dans ton domaine, tu dois le voir, il y a des boîtes pour lesquelles elles n'ont pas encore compris que c'est super important à notre peau d'être présent et de communiquer. Il y a des boîtes qui n'ont pas encore compris ça. Et puis d'autres qui mettent des budgets de malades pour communiquer. Jusque toi et moi, on sait bien qui sera encore là dans 20 ans, parmi les deux. Donc, moi, mon point, c'est juste de dire, même l'entrepreneur qui est au quartier, tout va partir de comment il voit les choses. S'il voit les choses comme la plupart des gens, c'est-à-dire avec fatalisme, alors son business va couler. Parce qu'effectivement, la conjoncture a changé et il n'a pas su se réinventer. Mais tu sais, un entrepreneur, l'une de ses grandes forces, et je pense qu'on la met très souvent peu en avant, mais une des grandes forces d'un entrepreneur, c'est sa capacité à innover. Innover veut dire j'apporte quelque chose de nouveau sur le marché. Et beaucoup de business. C'est vrai que, bon, je pense qu'il est aussi important de faire une différenciation entre l'entrepreneur, le businessman ou la businesswoman, l'investisseur. Voilà, il y a des gens qui font juste du business. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une vision. C'est-à-dire ils voient des trucs qu'ils arrivent à acquérir et puis ils les revendent, tout simplement. Donc, ces personnes-là, parfois, n'estiment pas avoir besoin de formation. Et puis, c'est vrai que quand tout s'arrête, c'est plus difficile pour elles. C'est plutôt, je pense que dans ton raisonnement, tu dis que les personnes qui vont rebondir, c'est vrai que c'est plutôt des entrepreneurs qui ont une vision, une sensibilité, un leadership
etc. Donc, l'idée, voilà, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, on a le résultat de ce qu'on a semé, de sa vision, quoi, tout simplement. Je voudrais que tu nous parles un peu d'agriculture, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément. Beaucoup de gens te contactent pour être formés, pour lancer un business dans l'agriculture. Pour ceux qui sont totalement loin de ce domaine, est-ce que tu peux donner quelques chiffres clés? Pourquoi est-ce que aujourd'hui encore un, c'est un terrain super intéressant pour les gens qui veulent investir? Et ensuite que tu nous dises, en cette période de crise, comment est impacté ce secteur-là que tu suis de très près. Oui, bien sûr. Alors, le secteur de l'agriculture, tu sais, c'est l'un des sujets qui devrait faire honte à tous les Africains, hein. Parce que l'Afrique, en termes de potentiel, aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est 60% des terres arables qui existent encore sur la planète. C'est-à-dire, il y a des terres qui ne sont plus exploitables, et parmi celles qui le sont, 60% sont en Afrique. Et aujourd'hui, on assiste à une ruée de toutes les grandes puissances, le Japon, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Canada, qui viennent en Afrique et qui achètent des terres. Parce que malheureusement, nos gouvernements vendent les terres à des multinationales, à des firmes. Et le plus scandaleux, c'est que tu as des entreprises, par exemple chinoises, qui viennent, les Chinois, les nouveaux amis de l'Afrique, qui viennent, prennent des terres, cultivent et envoient les productions en Chine. Et les gens meurent de famine dans nos pays. C'est incompréhensible. Et pourtant, ce que je te dis là, c'est réel, c'est ce qui se passe. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, il faut qu'on arrête de se plaindre, tu vois, parce que je crois que c'est Einstein, enfin, on attribue ça à Einstein. Le fou, c'est celui qui fait à chaque fois la même chose et qui espère avoir un résultat différent. Si tu as vu que tu te plains et que ça ne change rien, change de tactique, quoi, arrête de te plaindre, passe à autre chose. Et moi, je me suis dit, mais en fait, l'une des choses que le système est parvenu à nous faire croire, et c'est un mensonge, c'est que à notre échelle individuelle, si chacun d'entre nous lançait quelque chose, on n'aurait pas d'impact. C'est très fou. Et donc, du coup, moi, ce que je fais et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est la première chose qu'il faut faire pour combattre tout ça, c'est d'abord commencer par acheter nos terres. Il y a beaucoup trop de terres en Afrique qui sont vierges et que personne n'exploite. Il faut commencer par acquérir des terres. 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares. En plus, les personnes qui travaillent en Afrique ou qui sont dans la diaspora, c'est pas énormissime. Tu as des terrains même qui se vendent à 500 euros l'hectare. 500 euros l'hectare, 300 000 francs l'hectare. Tu en as parfois même à 200 000 francs l'hectare quand tu recules. Plus tu recules, moins le terrain va te coûter cher. Donc moi, je commence par dire aux gens, approprions-nous d'abord les terres, parce qu'en fait, les gens sont aujourd'hui en train de vouloir se les accaparer. Donc, achetons d'abord nos terres. Et ensuite, essayons de résoudre quand même cette anomalie-là. Tu sais, il y a un proverbe africain qui dit que c'est celui qui te nourrit qui te commande. Et aujourd'hui, l'Afrique est nourrie par l'Occident. L'Afrique est nourrie par la Chine. L'Afrique est nourrie par l'Asie. Quel pouvoir tu veux que l'un de nos chefs d'État puisse avoir quand le mec qui est en face de lui, c'est lui qui lui envoie le riz, l'huile, la tomate, les fruits? Et Mais c'est donc, toi qui invites les gens à investir dans l'agriculture ou les gens viennent vers toi en disant j'aimerais investir dans l'agriculture? les deux, je pense que ce que je dis vient trouver un écho chez plusieurs personnes en réalité. Moi, ce que j'ai juste fait, c'est de montrer aux gens que c'était possible à distance. Parce que Ah oui, oui, oui. beaucoup de gens de la diaspora savent qu'il faut investir dans l'agriculture. Les gens ont conscience que c'est un secteur primaire et fondamental. Ce qui leur manquait, c'était savoir qu'avec quelle méthodologie je peux le faire à distance, comment je fais pour suivre ça sans éviter de me faire arnaquer de manière basique. Et donc, moi, c'est ce que j'ai pu leur apporter, une méthodologie, des outils pour pouvoir piloter une ferme, éviter des arnaques classiques, ainsi de suite, et suivre ses productions. D'ailleurs, sur ta chaîne, tu partages souvent, sans citer les noms, bien sûr, des partages d'expériences de personnes pour qui soit ça a fonctionné, soit se sont fait arnaquer, etc. Et les aider à remonter la pente. Il y a un commentaire. Alors, il y a Dominique qui me demande à moi quelles ont été mes difficultés dans les 2 premières années de l'entreprise. Je répondrai on sera à la période, au moment des questions-réponses. Il y a Yulia qui parle du réseau, qui serait complémentaire finalement à une bonne formation. Alors,
très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu disais effectivement que pour rebondir, il faut de la formation, mais derrière, il y a toujours ce côté en Afrique. Mais toi, tu connais qui? L'enfant de qui? Est-ce que tu as les relations, etc. Et il y a même des gens qui ne se lancent pas sous prétexte qu'ils n'ont pas de relation. Donc, un message pour eux. Je suis totalement d'accord, hein. Le réseau, c'est indispensable. Je ne vais pas dire le contraire. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te créer ton réseau. Ça, c'est comme tout. Beaucoup de gens se plaignent du réseau, mais ne font pas ce qu'il faut faire pour acquérir un réseau. Tant que j'étais chez moi, que j'étais ingénieur industriel et que je travaillais dans une tour à la Défense, je n'avais aucun réseau. J'avais mes collègues qui n'étaient pas un réseau du tout, mes potes d'école, et puis c'était tout. Le jour où j'ai décidé de me lancer dans le business, j'ai commencé à acquérir un réseau. Aujourd'hui, dans mon téléphone, j'ai plusieurs milliardaires africains que j'ai pu rencontrer grâce au fait que je me suis impliqué, je me suis lancé. Et moi, je dis aux gens, il faut aller vers son réseau. Quelques astuces très simples. Le domaine dans lequel tu veux investir, il n'y a pas un domaine aujourd'hui sur Terre dans lequel il n'y a pas des formations, il n'y a pas des conférences, il n'y a pas des ateliers. Quoi que tu fasses, il y a des gens dans ce domaine qui sont des spécialistes, qui se sont enrichis dedans. Et il se trouve que ces gens-là, tout comme moi dans mon domaine, font des colloques, font des formations, font des conférences où tu peux aller les rencontrer. Donc moi, c'est simplement ce que j'ai fait à mes débuts. Je suis allé à des endroits là où je pouvais être en contact avec des gens qui entreprenaient en Afrique, des gens qui investissaient, des gens qui avaient des intérêts là-bas. Et voilà comment j'ai commencé mon initiation, voilà comment j'ai commencé à apprendre. Donc, je suis d'avis de dire que il faut aller dans les endroits où tu vas pouvoir rencontrer les gens de ton domaine, les gens avec lesquels tu veux pouvoir travailler. Mais l'autre élément qui est vraiment important, c'est de dire aux gens que pour faire un bon réseau, il faut être dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand je me fais un réseau avec quelqu'un, c'est parce que je lui apporte quelque chose. J'ai pas un réseau avec des gens dans lesquels ils n'ont rien à gagner. Par exemple, moi, plusieurs des personnes qui sont mes mentors aujourd'hui, quand je vais les voir, ou du moins quand j'allais les voir au début, parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, qui est multimilliardaire, va s'intéresser à toi qui l'as rencontré dans une formation un jour? Bah, voilà. Il faut que tu lui apportes de la valeur. Et donc, moi, ce que j'avais constaté, c'est que, ouais, Non, je donc, dis exactement, c'est ça, il faut apporter de la valeur. c'est ça. Donc, moi, ce que j'avais constaté à l'époque, c'est que ces gens-là étaient très faibles sur les réseaux sociaux. Ils étaient très faibles. Parce qu'ils ne s'intéressaient pas. Enfin, ils savaient que c'est un truc qui marchait, qui pouvait leur apporter quelque chose, mais bon, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Et pour certains, ils ne voulaient pas mettre de l'argent dedans. Donc, moi, un truc simple que je faisais au début, c'était là, écoute, je vois tes réseaux sociaux parce qu'il y a quand même des pages qui sont créées en ton nom, mais je vois que c'est pas digne de ton entreprise. C'est pas digne de ce que tu fais. C'est pas digne de ton standing. Ce que je te propose, si tu veux, c'est de t'aider peut-être à remettre ça à niveau. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que je donnais ce travail-là à mes équipes qui faisaient ça free. Ils ne me payent pas du tout. Par contre, quand tu connais la psychologie humaine, tu sais que quand tu as aidé quelqu'un, tu génères en lui la volonté de te rendre en retour. C'est-à-dire, C'est pour ça que à chaque début de vidéo, Philippe vous rappelle qu'il vous offre un e-book totalement gratuit. as-tu Mais compris? bon, si vous pouvez vous abonner en échange, As-tu compris? Quand tu offres gratuitement, les gens, ça crée chez les, normalement, hein, parce qu'il y a des gens qui sont quand même bizarres, tu peux, même quand tu invites quelqu'un au restaurant normalement et que tu payes, la fois d'après, la personne a envie de te rendre. Elle a envie de payer aussi. Bon, sauf quelques exceptions. On connaît tous un pote qui s'en fout. Tu peux l'inviter 10 fois. Mais en général, quand tu invites quelqu'un, la fois d'après, il a envie de te rendre. Mais c'est pareil avec le Seigneur, parce que tu lui as rendu service, parce que les gens l'ont appelé. Ah ouais, j'ai vu ce que tu as fait. Quand les gens passent sur ma chaîne, tu n'imagines pas l'impact que ça a dans les business des gens. Je veux dire, tous ceux qui sont passés sur ma chaîne, qui avaient des business ou des choses à vendre, m'ont fait des rapports en disant, mais suite à ton interview, j'ai eu tel partenariat, j'ai vendu ça, j'ai signé tel contrat. Et donc, ça crée de la redevabilité, tu vois. Et donc, le jour où tu as besoin de lui, le jour où tu as une question à lui poser, c'est volontiers qu'il va t'accorder 30 minutes, 45 minutes pour te parler ou te présenter à quelqu'un. non, mais c'est ça, je veux vraiment insister là-dessus. Quand on parle du réseau, c'est ça. C'est qu'on a forcément quelque chose à apporter. Et moi, j'ai toujours cette image des soirées networking, des afters. Enfin, je fais un peu moins, mais j'en faisais beaucoup quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et on est entouré, il n'y a que des gens, en fait, qui veulent votre carte, regardent la carte et analysent tout de suite, est-ce que tu peux m'apporter quelque chose? Oui, non. Bon, si c'est non, il va ailleurs.
Mais en fait, la clé du networking, c'est vraiment à chaque personne, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Ah tiens, prends ce numéro-là. Ah tiens, prends ce contact-là. Et c'est ça, en fait, que les gens loupent. Et après, ils se demandent, mais tiens, mais comment ça se fait que cette personne connaît autant de personnes? Comment cette personne arrive à obtenir autant de faveurs euh, d'autant de personnes? Mais c'est ça, en fait. C'est ceux qui donnent le plus sont ceux qui peuvent recevoir le plus. Donc, sur cette question de networking, je te rejoins totalement. Et il y avait également une question, alors j'ai appris dans les commentaires que j'étais milliardaire, je le découvre. Bravo, Kaï, il faut fêter ton milliard. Peut-être en guinéen. Alors, il y a une question intéressante. Comment faire face aux obstacles étatiques? Alors, moi, je vais essayer de donc, merci, Pepa, pour la question. Moi, je vais essayer d'adapter cette question parce que j'avais une question par rapport à la situation présente. Tu sais que, bon, si on suit beaucoup l'actualité en Europe et les États européens rassurent énormément les petites entreprises en disant on va vous aider, ils ordonnent aux banques de donner de l'aide, etc. Et bon, en Afrique, on n'entend pas trop, en tout cas pour le moment, de messages qui vont dans le sens de allègement d'impôts, etc., d'aide étatique. Donc voilà, les gens se posent des questions. Bon, après, les gens ne sont pas forcément optimistes là-dessus, mais effectivement, quel est le message que tu vas adresser là-dessus? Il y a encore la naïveté de lancer une entreprise en 2020 en Afrique en pensant que l'État va faire quelque chose pour lui. Enfin, je veux dire, dès le début de tout business en Afrique, l'État n'existe pas, quoi. Pour moi, dans ma tête, l'État n'existe pas. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur sérieux, il faut bien partir du principe que faut pas compter dessus. Si ça arrive, tant mieux, c'est une bonne surprise. Mais il ne faut pas clairement compter dessus. Ils ne l'ont pas fait auparavant. Pourquoi est-ce qu'ils vont changer maintenant? Et même s'il y avait un fonds qui était alloué, combien vont arriver jusqu'à toi? Je te raconte une anecdote. Euh, j'ai été contacté, ça m'avait même choqué, moi, il y a quoi, 3 ans peut-être, par un organisme du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au Cameroun. Il m'avait contacté parce que ma ferme était répertoriée au ministère comme une ferme dans la ville. Et il m'avait contacté parce qu'il y avait une formation. Ouais, il y a une formation, tel jour, on vous contacte parce que on voit que vous êtes dans le secteur, vous avez une bonne exploitation, vous avez de bons résultats, on veut vous former pour aller un peu plus loin. D'accord? Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, mais j'étais vraiment choqué. Hein. Oui, oui, ça m'intéresse, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas y participer? Oui, pourquoi pas? Quel jour il me donne le jour? C'était peut-être genre 1 mois et demi avant hein, que le mec m'a contacté. Il me dit, OK, voilà mon numéro. Tu pourras faire venir 2 personnes de ton établissement. J'ai dit, est-ce que c'est fait? Il me dit, non, non, c'est gratuit. Tout est pris en charge, vous êtes pris en charge, le transport, vous avez même une indemnité en fin de journée. Je me dis, eh ben, il y a un budget qui a été débloqué quelque part, quoi. C'était la dernière nouvelle que j'ai eue d'eux. L'événement a eu lieu. Je n'ai jamais été rappelé. Et après, j'ai appris dans les coulisses qu'en fait, quand tu appelles comme ça, il faut que tu corrompes pour pouvoir conserver ta place. Bon, moi, je n'avais pas les codes, bon, ça ne m'intéresse même pas. Mais pour te dire que ce genre de choses ne m'a pas surpris parce que je suis parti du principe de plus que je ne compte pas sur l'État pour pouvoir, ni sur les banques au pays, parce que c'est très complexe. Tu peux obtenir un financement, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc, je ne parle pas avec l'idée de la banque au début. On a vraiment pas mal de barrières au pays. Et je pense que quand on se lance là-bas, il faut être vraiment armé et se dire, notamment d'après moi, que l'État ne va pas t'aider. Donc, en cette phase-là où les gouvernements communiquent ici, là où les budgets sont débloqués, je veux quand même préciser que même ce qui est donné ici aux entrepreneurs, c'est ridicule. Hein, parce que j'ai vu récemment, j'ai reçu un message qui m'a été transféré par mon expert comptable qui parlait du fait qu'il y a tout un questionnaire à remplir pour voir si c'était éligible pour gagner 1500 euros. Bon, voilà. 1500 euros, c'est ce que je gagne dans mon business dans les bons jours en quelques heures. Quoi. Donc, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, il y a ce dispositif qui existe. Et dans nos États, moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, vous le saviez déjà avant de vous lancer, hein, que l'État n'allait pas vous soutenir. La plupart des entrepreneurs le savent. Et c'est pas en cette période de crise qu'il faut aller se rabattre sur l'État. Si ça vient, tant mieux. Mais si ça ne vient pas, fonctionnez vraiment comme si l'État n'existait pas, du moins comme s'il ne vous aiderait pas. Et réinventez-vous, adaptez-vous
proposer de nouvelles offres, de nouveaux services, parce que c'est vraiment le moment de le faire. Dans des périodes de crise comme celle-ci, dans des périodes de doute comme cette période-là, les gens se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le business de la bouffe se font énormément d'argent. Énormément d'argent. Et ils se font énormément d'argent parce qu'ils jouent sur la peur des gens. Les gens stockent de la nourriture pour 6 mois. Moi, je suis allé au centre commercial, il y a des rayons qui sont vides chaque fois que j'arrive. Et j'arrive à 10 heures. Donc, les gars sont là à l'ouverture et ils vident tous les rayons. Parce que les gens ont peur et voilà. Donc, c'est aussi à l'entrepreneur de savoir interpréter ça, le climat social et voir qu'est-ce qu'il peut proposer. Ça peut peut-être être l'occasion pour lui d'apporter une nouvelle offre qui n'existait pas encore dans ses services ou de réorienter son offre pour adresser ce marché-là pendant cette période de crise. Euh, on va prendre quelques autres questions. Alors, parce que sur Instagram, le live se coupe au bout d'une heure. Enfin, après, à moins qu'on le relance, mais chaque fois, on essaye de respecter ça. Il y avait une question sur. Alors, on a parlé de se réinventer pendant la crise. Et il y avait aussi, donc je ne sais plus qui a posé la question, mais l'idée, c'était que, OK, la crise passe, j'ai tenu, mais après la crise, en fait, mon business, en fait, est obsolète parce qu'en fait, les attitudes vont forcément changer, les comportements vont changer. Donc, comment est-ce que je fais? Mais j'ai envie de dire, c'est à peu près les mêmes réponses que tu as apportées tout à l'heure, selon toi. Ça va toujours être se renouveler, la formation, travailler voilà, son ouverture d'esprit pour rebondir, quoi. Je pense. En fait, je pense qu'il faut, quand tu es entrepreneur, il faut que tu crées non pas une audience, mais une communauté. La différence, je l'ai senti. Une audience, ce sont des gens qui te suivent, qui savent que quand ils postent des trucs, qui mettent des j'aime, des likes, ainsi de suite. Ça, c'est une audience, tu vois. Mais dans l'audience, ce qu'il faut que tu crées, c'est quelque chose de plus restreint, c'est une communauté. Et la communauté, ce sont les gens qui vont se battre pour toi. L'audience, ce sont les gens qui, et tu les connais certainement, quand tu dis quelque chose qui leur plaît, ils sont avec toi. Dès que tu dis quelque chose qui les touche, quelque chose qui met à mal leur manière de voir ou quelque chose avec lequel ils sont contre, ils deviennent tes ennemis. Ils t'insultent, ils te vilipendent sur la place publique. Ça, c'est l'audience. Et on en a tous. Par contre, la communauté, ce sont tes personnes sûres. Et ce sont ces personnes-là qui, en réalité, peu importe là où tu vas aller, elles vont te suivre. Parce qu'avec elles, tu as créé un lien. Ce socle pour ces moments-là, justement, difficiles, parce que c'est vers ces personnes que tu vas puiser la force, justement, pour te renouveler. Ta communauté, ce sont les gens. J'ai fait le bilan, Kali. Il y a des gens aujourd'hui qui ont déjà dépensé chez moi, avec Investir au pays, plus de 10 000, pour d'autres plus de 15 000 euros en formation. Il y a des gens qui, dès que je sors une formation, ils l'apprennent. Systématique. Dès que je sors une formation, ils l'apprennent. Ça traduit quelque chose. C'est-à-dire, ça traduit le fait que la personne te soutient, la personne aime ton travail et la personne valorise ton travail et veut le voir prospérer. Donc, le problème, c'est qu'en fait, là, on va entrer dans un truc un peu plus technique, mais beaucoup d'entrepreneurs fonctionnent en mode flou, c'est-à-dire, ils n'ont pas de visibilité par rapport à leur business. Si je leur pose des questions par rapport à leur audience, par rapport à l'argent qu'ils gagnent, par rapport à quelle est la niche de leur clientèle qui leur apporte tel chiffre d'affaires, beaucoup de gens ne savent pas répondre à ces questions. Or, en temps de crise, justement, c'est super important de savoir quelle est mon audience, qui me paye quoi, pourquoi est-ce que les gens payent, de telle sorte que même quand c'est difficile, je sais que, moi aujourd'hui, je sais qu'il y a des vidéos qui, si je les fais, demain j'ai 100 000 vues, demain j'ai 200 000 vues, parce que je sais comment se comporte mon audience. Il y a des formations pour lesquelles je sais que si je la sors demain, elle va me rapporter 200 000 euros. Je le sais. Parce que je sais déjà comment est mon audience et comment fonctionne ma communauté. Et quand tu as donc ça, parce que ça c'est une étude que tu fais avec les chiffres que tu as dans ton business, quand tu as ça, eh bien, tu as une force incroyable. Parce que tu as un levier sur lequel tu peux jouer, sur lequel tu peux t'appuyer pour faire croître ton business. Juste rappeler, ouais, parce que je vois que tout le monde est d'accord avec toi sur le côté, la communauté, c'est vraiment la clé. Il faut créer du lien, comme dit Eva. Rappeler que, par contre, c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Est-ce que tu peux
appeler à quoi ça ressemble développer une communauté de 225 000 personnes sur YouTube qui payent des formations, etc. Bon, c'est même pas le nombre, en fait, qui est ça, mais c'est pour qu'on se rende compte l'effort que tu mets pour maintenir cette communauté qui te suivra quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Tu sais, moi j'aime souvent dire, les gens aiment bien avoir la gloire, les strass et les paillettes, mais ne veulent pas payer le prix. On veut courir en moins de 10 secondes de 100 mètres comme Usain Bolt, mais on ne veut pas faire ces entraînements. Et c'est ça le drame. Les gens veulent avoir une grosse communauté, avoir une grosse audience, mais ils ne veulent pas payer le prix du travail que ça implique. Je suis d'accord avec toi. Pour bâtir une communauté comme celle-là, moi en tout cas, ça me demande beaucoup de travail. Il faut savoir que quand tu fais une vidéo, une seule vidéo, et je pense que tu fais des vidéos, une seule vidéo, c'est beaucoup d'heures de travail. Il y a le travail que tu fais pour concevoir ton sujet, réfléchir au sujet, qu'est-ce que tu vas apporter dedans, parce que tu ne fais pas une vidéo pour ne rien dire, ça prend le temps de recherche. Il y a le temps que tu passes pour pouvoir tourner ta vidéo, placer tes caméras, tourner. Il y a le temps derrière que tu passes pour monter cette vidéo. Et enfin, il y a le temps que tu passes, et que beaucoup de gens négligent, pour promouvoir ta vidéo. Donc, toutes ces étapes-là prennent énormément de temps. Et donc, pour pouvoir faire... Enfin, pour ceux qui veulent ça, c'est vraiment l'analogie au sport, quoi. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, tout simplement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien d'ailleurs faire du sport parce que tu retrouves un peu les mêmes réalités. La réalité de cravacher dur. Tu vas pas, après avoir fait 10 kilomètres, perdre 2 kilos. Non, tu vas pas le voir là tout de suite. Il faut que tu fasses ça pendant des mois pour commencer à voir des changements. Et c'est pareil avec le truc. C'est pour ça que tu ne peux pas réussir, d'après moi, dans ces histoires-là, si tu n'as pas une base de passion. Si tu fais ça juste pour l'argent, juste pour les chiffres, tu vas lâcher. Tu vas lâcher à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir de la passion pour prendre toutes les heures et toutes les étapes dont j'ai parlé, produire une vidéo et voir qu'elle a 200 vues. Et recommencer le lendemain. Parce Ouais. il faut que ça te plaise. Sinon, tu ne le fais pas. Au bout d'un moment, tu lâches. Non, et toi, du coup, est-ce que tu as une question? D'ailleurs, d'habitude, c'est toi qui poses les questions, puisque chaque fois que, je sais pas combien d'interviews tu as mené avec des entrepreneurs, petits, grands, toutes les tailles. Est-ce qu'il y a une question que tu te poses en ce moment-là où, étant en pleine réflexion, tu te dis, tiens, j'ai pas la réponse à ça, que ça soit d'un point de vue personnel, business ou sur l'environnement de manière plus générale. Voilà. Oui, comme tout le monde, j'ai des incertitudes en réalité. Hein. C'est vrai que parfois, je peux avoir le sentiment, j'ai certaines certitudes forcément, euh, mais j'ai beaucoup d'incertitudes. J'ai de l'incertitude par rapport à l'avenir. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. Je ne sais pas comment mon audience va réagir à certaines stratégies que je vais faire, parce que moi, je suis tout le temps en train de tester de nouvelles choses. Euh, je ne sais pas encore sur quel levier je vais m'appuyer pour continuer de faire croître mon audience. J'ai des objectifs de chiffre d'affaires. Je ne sais pas encore, même si je commence à avoir une idée du type de formation qui vont cartonner, mais tout n'est pas très clair. Mais ce que j'ai appris, moi, aujourd'hui, qui me rassure quand même et qui va peut-être rassurer certaines personnes, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui vit bien avec l'incertitude. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui accepte de prendre des décisions. Donc, Philippe, moi, je suis désolé, j'ai un décompte devant moi là, mais 20 Ah, secondes. Je ne sais pas, est-ce que tu veux qu'on relance pour que tu finisses? rapidement, parce qu'après, je dois faire mon direct aussi sur Ok, YouTube. ok, ça marche. Mais comme ça, on fera la relance Donc, on relance tout de suite le live. On finissait juste sur les incertitudes. Oui, je te disais que il n'y a pas de honte à avoir des incertitudes d'après moi. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est pas quelqu'un qui ne se trompe pas. Au contraire, un entrepreneur se trompe même beaucoup. Il faut accepter ça. C'est juste que les quelques fois où il ne se trompe pas, ça suffit pour qu'il gagne bien sa vie. Mais sinon, Steve Jobs, tous les grands entrepreneurs se trompent et continuent de se tromper au quotidien. Mais bien évidemment, ils ont quand même d'autres choses qu'ils réussissent. Et donc, je te disais, moi, je vis bien avec ça, quoi. Je vis bien avec le fait que tout ne soit pas parfait, que je ne réussisse pas tout. Et surtout, l'une des choses que j'ai apprises, moi, et qui m'a beaucoup encouragé dans cette phase-là, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui accepte l'idée de ne pas tout savoir
et qui sait quand même prendre des décisions dans l'incertitude. Oui, bien sûr. Parce que du coup, en plus, quand tu as une équipe, les gens, ils se retournent vers toi finalement. Ils te demandent et quelle est ta décision. Donc, il faut savoir trancher et surtout se dire, ça peut paraître bateau encore une fois, mais qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a une décision qu'on prend et qu'on assume jusqu'au bout, tout simplement. Parce que voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, moi, je trouvais que je ne prenais pas les décisions assez rapidement. Et depuis quelques années, en fait, ce que je me force à faire, c'est que je prends des décisions rapides, même sur des petits trucs au quotidien. C'est-à-dire, si je vais au restaurant, en fait, je dois choisir, voilà, en moins de 30 secondes, je dois choisir. Est-ce que je vais aller acheter quelque chose? J'achète, je sais pas, le cahier bleu ou le cahier rouge, tel stylo, tel. Je prends la décision, ça doit être vraiment, vraiment rapide. Pareil, est-ce que je vais prendre tel t-shirt, etc. Et donc, pour vraiment exercer le cerveau à pouvoir prendre des décisions. Et donc, ça m'arrive de plus en plus quand quelqu'un me présente même un problème, je dis tu peux trancher, je te fais confiance là-dessus, etc. J'écarte, voilà, les sujets comme ça. Il y avait juste une question aussi sur savoir depuis combien de temps tu étudies l'agriculture en Afrique et quelle est la culture qu'il faudrait commencer pour un débutant. Moi, je suis dans l'agriculture depuis 2016, donc ça fait 4 ans maintenant. La question, c'est une question qui vient souvent. En fait, c'est pas la bonne question à se poser parce que développer va être un peu long, mais en agriculture, il y a différents types de cultures. Il y a des cultures courtes, on appelle généralement les cultures maraîchères, qui durent 3 4 mois. C'est le piment, c'est la tomate, c'est les pastèques. Mais ce sont des cultures qui demandent beaucoup d'eau et qui rapportent beaucoup d'argent, mais qui sont très demandeuses en termes d'entretien. Il y a des cultures un peu plus longues, des cultures vivrières, type l'ananas, le bananier plantain, qui sont des cultures en réalité qui durent 1 an à peu près, et pour lesquelles tu peux les planter et t'en aller. Elles vont pousser quand même. Bon, bien évidemment, si tu les entretiens, elles vont davantage donner de rentabilité. Tu as des cultures un peu plus longues, type le palmier à huile, le cacao, des cultures qui vont te mettre 4 5 ans, mais quand elles vont commencer à produire, vont te rapporter beaucoup d'argent. Donc en fait, en réalité, la question de quelle culture faire, c'est pas la bonne question. La bonne question qu'un agriculteur doit d'abord se poser, c'est où est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que les gens mangent dans cet endroit-là? Et qu'est-ce que les gens Hmm. mangent qui n'est pas disponible toute l'année? Dans notre... Hmm. D'accord. Donc, tu vois, tu amènes la logique business. Tu n'es plus juste un agriculteur, tu fais du business en agriculture. Et tu vas te rendre compte que généralement, le piment, il y a des moments où le prix du piment est multiplié par 5 parce qu'en fait, les agriculteurs, c'est nous dépendent beaucoup de la météo. C'est-à-dire, ils utilisent beaucoup la pluie. Et quand il pleut, Hmm. ben, tu vas voir que beaucoup de ces produits dont je t'ai parlé sont disponibles en saison des pluies, en fait. Parce que ben, ils ont compté sur Hmm. pour arroser. Mais dès que la saison sèche arrive, tous les petits agriculteurs disparaissent du marché. Et donc, du coup, les autres agriculteurs qui, eux, ont investi pour irriguer leurs champs, tu te retrouves à vendre un produit 4 fois, 5 fois plus cher, parfois même 10 fois plus cher, parce que ben, c'est l'offre et la demande, en fait. Les agriculteurs qui dépendaient de la pluie ayant disparu du marché, seuls les autres Hmm. sont là et maintenant ils font la loi avec leur prix. Donc, en fait, la question c'est quel est ce type de produit-là qu'il y a dans ton pays et il y en a dans tous nos pays. Et maintenant, sur cette Hmm. base-là, si tu veux te lancer et investir un peu pour irriguer ton champ, mettre un système d'arrosage, et bien vas-y, tu vas gagner de l'argent. Mais très intéressant, ouais, parce que tu as réussi à résumer le sujet. C'est très intéressant. C'est vrai que tu en parles beaucoup. De toute façon, là, j'avais promis de te libérer. Tu as ton live également. Je voulais juste répondre à la question qu'on m'avait posée sur mes difficultés à mes débuts. Alors, c'est revenu 2 fois. Je sais pas pourquoi on me pose ça. Alors, moi, ce que je me souviens au début, euh, plus que difficulté, moi, j'aime le mot challenge, hein, le mot difficulté. Le challenge, c'était de trouver le business model. Parce qu'en fait, je savais que j'avais une vision qui était de faire la promotion de la créativité africaine via le digital. Au départ, on l'a fait via un média, on l'a fait via la vente de produits culturels, on faisait des conférences comme ça
Mais à l'époque, il n'y avait pas de Facebook Live, il n'y avait pas d'Instagram Live. On faisait des conférences avec des experts et les gens pouvaient s'inscrire. Donc, on a testé plusieurs business models avant de se rendre compte que ce qu'on aimait faire, c'était surtout raconter des histoires et que du coup, mettre cette expertise, cette passion au service de marques qui cherchaient à ce moment-là comment prendre la parole sur les réseaux sociaux, des grands groupes, que ce soit des compagnies aériennes, les banques, les télécoms. Et du coup, on s'est focalisé là-dessus et on a commencé à créer du contenu en fait pour les marques qui ont de forts enjeux en Afrique, avec une forte collaboration avec tous ces influenceurs, etc. Donc, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Donc, au départ, il y a eu ça et il y a eu beaucoup de recherches sur la question de business model. Il y a tellement de choses à dire sur la culture, enfin, qui est avant tout américaine quand il s'agit du digital. Donc, beaucoup de renseignements là-dessus et puis ça m'a ouvert les yeux sur. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une culture web et quand je vois quelqu'un sur le digital, de directement cerner quel type de business en fait il est en train de mettre en place. Donc, c'était un peu ça. Et je finirai en disant que je parlais tout à l'heure des oh là là, il y a beaucoup de questions. Et, je, je parlais des vidéos de Philippe et il y a quelqu'un qui disait qu'apparemment tu as même une vidéo dont le titre est 14, 14 femmes qu'il ne faut surtout pas épouser. Donc je précise que tu as aussi des vidéos où il y a des types d'hommes qu'il faut surtout pas épouser si on veut réussir. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est assez varié. C'est assez varié, c'est toujours autour de ça. Mais c'est vrai que tu aimes bien faire le lien entre euh, la vie personnelle et la vie professionnelle, quitte voilà, appuyer un peu, titiller les gens pour que les gens se forcent finalement à se poser les bonnes questions. C'est ça le but, je suppose. Mais juste pour terminer, Kaï, c'est super important. Il y a des gens qui ont complètement raté leur carrière business, même leur carrière sportive, à cause de leur vie perso. Les gens ont l'impression que c'est dissocié. Les gens pensent que je suis entrepreneur et j'ai ma vie à part. Non, il y a forcément des influences entre les deux. Tu peux pas être quelqu'un de totalement discipliné dans ton business et indiscipliné à la maison. Tu peux pas être quelqu'un de carré dans les affaires et pas carré dans ta vie perso. Les deux sont forcément liés. Donc, moi, ce que je dis, effectivement, c'est simplement, euh, quand tu lances un business, et clairement, moi, c'est l'une des choses que je regarde beaucoup quand j'investis dans une entreprise. C'est pas juste quelle est la capacité. D'abord, je m'assure bien évidemment que le gars qui est là, c'est un bon entrepreneur. Il connaît ses chiffres, il a ses métriques, il a un bon business model, il comprend comment le marché du travail fonctionne, il a la capacité à travailler, ainsi de suite, il est flexible, il sait écouter des conseils, ainsi de suite. Je vérifie un certain nombre de choses par rapport à l'entrepreneur. Mais derrière, je vérifie sa vie. Est-ce que c'est un gars qui est tout le temps en soirée ou pas? Parce que je sais que demain, ce sont ce genre de petites choses que l'on néglige qui vont faire couler le business. Si c'est un gars qui est tout le temps dehors, quelqu'un qui est tout le temps en train de boire, qui saoule, quelqu'un qui se saoule la gueule, qui prend de la drogue, ça va forcément se retrouver à avoir un impact dans ton business. Mais je dis ça, tu rigoles, mais tu sais que c'est vrai. Si toi-même, là, aujourd'hui, tu t'aimes, Kaï, tu avais 14 copies, tu ne serais pas en train de me parler. Hein. Donc, Ouais, forcément, mais c'est tellement aléatoire les comportements des uns et des autres que enfin, la nature humaine est tellement, voilà, c'est difficile. D'ailleurs, parenthèse, moi j'ai décidé, et d'ailleurs la représentante était dans les commentaires tout à l'heure, de me faire accompagner par un cabinet RH, tout ce qui est recrutement, structuration d'équipe. Donc voilà, la relation humaine, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et je comprends qu'effectivement, tu essayes d'exhorter en fait les personnes qui te suivent à se poser les bonnes questions et d'un point de vue pro et perso. Donc voilà. Bon, désolé, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que j'ai beaucoup de temps à Philippe qui a son live sur sa chaîne YouTube Investir au pays. Donc venez, on je va vais le continuer laisser. sur YouTube. Venez, venez, venez. Ouais, bon, voilà, tu as déjà des centaines de milliers de personnes qui t'attendent là-bas.
Donc voilà, il y avait une question sur le bois précieux, mais je vous propose d'ajouter Philippe et de lui demander tout ça en inbox. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'avoir joué le jeu. Et puis voilà, à très bientôt. Pourquoi pas pour faire des contenus ensemble. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup à toi pour l'initiative. Clairement, je pense que je vais m'inspirer de ça. Et je vais peut-être t'inviter demain à faire la même chose pour une vidéo pour moi ou pour un autre concept. Mais franchement, merci beaucoup. C'est une très bonne idée. Tu vois, tu t'es réinventé en temps de crise. Tu as pensé à un nouveau concept. Tu On as va pensé à dire un nouveau ça. concept. Et c'est très bien. Merci beaucoup en tout Ok. cas. Salut Philippe. Porte-toi bien. Ciao. Ciao. À tout de suite. Ouais.